qu'on pop aujourd'hui? On pop le champagne Victoire. C'est 40 et 50 à la sac. OK. Vraiment abordable. Je ne sais pas pourquoi on boirait de la bière à ce prix-là. Puis toi, Félix-Antoine, tu bois un scotch pour déjeuner, si j'ai bien compris. Tout à fait. Puis, de quoi qu'on chiale, Clara, aujourd'hui? Bien, on ne chialera pas tant que ça. Ça va être plus une belle discussion sur le microdosage. Oui, et on reçoit mon ami, ancien collègue de travail, Félix-Antoine, qui travaille chez Bioptère, pour nous parler de ce que tu fais dans la vie. Fait que j'aimerais savoir, c'est quoi ton rôle chez Bioptère, ton poste, puis qu'est-ce que vous faites dans le département dans lequel tu travailles? Avant. Un Hey, peu, là. santé! Un peu. Hey, merci de me recevoir. Ben, merci d'être venu, Santé. pour vrai. Ah, on se rapproche du mimosa, là. Très bon Ça se parle choix. bien. Ouais. Ouais. Regarde. Super. Oui, merci d'être venu, pour vrai. Là. C'est un Vraiment plaisir. Puis, en fait, oui, c'est ça. Moi, je travaille chez Bioptère, qui est un centre de transfert, centre collégial de transfert des technologies. Petit nom d'amour, CCTT. Trop peu connu, je pense, dans l'univers québécois de la recherche. Oui, Puis vraiment. je vais juste apporter un petit élément, parce que tu as quand même la recherche universitaire qui est vraiment plus... Fondamental. ouais. Et je me souviens même pas le mot que je cherche. C'est juste ça que je fais dans la vie de tous les jours, théorique. Et tandis que la recherche collégiale, c'est beaucoup plus appliqué. Exactement, c'est ça notre mandat, en fait, dans les CCTT, c'est vraiment d'accompagner des entreprises québécoises, surtout canadiennes, puis à l'occasion aussi, on crache pas sur les clients américains ou européens, évidemment. Puis, dans le fond, le but, c'est de les rendre plus compétitifs. Donc, ces compagnies-là nous approchent parce que ils ont une problématique où ils veulent développer un produit innovant, puis ils n'ont pas nécessairement de département de recherche et développement. Fait qu'on est comme un peu un département de recherche et développement itinérant, les CCTT. Fait que dans le fond, ils nous approchent, ils utilisent, soit ils peuvent venir utiliser nos installations directement sur place, ou soit nous, on fait de la recherche pour eux, en fait. En faisant, par exemple, de la location ou... Puis si on voulait vulgariser l'affaire, c'est comme dans le domaine de la construction, par exemple, vous feriez... de la de la sous-traitance, un peu. Oui, c'est un peu ça, exactement. Là, vous faites de la recherche pourquoi exactement? Pour améliorer... C'est quoi, là, en détail? Attelage chez Bioptère, par exemple, parce que c'est vrai que ça, Clara ne connaît pas Bioptère. Puis probablement tout le monde aussi, là. Je pense pas qu'il y a dans ma gang, là. beaucoup de gens qui connaissent ça. En fait, chez Bioptère, c'est notre spécialité, c'est les bioproduits, bioprocédés, je dirais écologiques, mais agro-environnementaux de façon générale. Donc, beaucoup améliorer les types de cultures. Là. Il y a beaucoup de départements qui travaillent sur développer des substrats de croissance écologiques ou des biopesticides, des biostimulants pour remplacer les engrais chimiques. Par exemple, ça peut être aussi développer des cultures qui ne sont pas nécessairement, je dirais, bien adaptées à nos conditions climatiques, comme dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a un de nos départements qui a mis en place là, la culture de genévrier pour que notre gin soit fait 100% ici. Nice. Les noisetiers aussi, ce genre de choses-là. Entre autres, la distillerie du Saint-Laurent et le Fils du Roi, je pense, à Saint-Arsène, qui utilisent ces cultures-là que vous faites? C'est comment je dirais ça? La filière est en train de s'installer. C'est des clients chez nous, effectivement, fait qu'ils essaient de développer leurs produits. Là. Mini parenthèse, mais moi, en fait, c'est les mycotechnologies dans mon département, en fait, dans ce qu'on appelle cellules chez Bioptère. Là. Donc, on fait toutes sortes de choses avec les champignons. Autre que le champignon gourmet ou comestible, on en fait un peu de culture intérieure pour des producteurs, pour les aider à se mettre en place, là, leur chambre de culture. Mais essentiellement, c'est ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec un champignon autre que le manger. C'est ce qui nous intéresse dans mon département. Puis, on a isolé des champignons nordiques parce que c'était un projet qui était sur la Côte-Nord. Là, donc, sur ces traverses de chemin de fer-là, donc qui réussissent à pousser sur ces bouts de bois-là en pile. Donc, le fait qu'ils soient capables de survivre justement aux contaminants, là, qui sont des hydrocarbures, là,
c'est traité au créosote, ces traverses-là, pour qu'ils se conservent et qu'ils résistent aux intempéries. Donc, s'ils sont capables de pousser là-dessus, il y a des grosses chances qu'ils soient capables de le dégrader. Donc, on en a aussi isolé. Puis, il s'est avéré effectivement que c'est des très bons dégradeurs d'hydrocarbures. Donc, pour bioremédier, myco-remédier les contaminants, là, donc c'est quelque chose qu'on fait. Puis, c'est Kawina, entre autres, qui est notre spécialiste là, dans notre département. Mais pour revenir sur microdose, moi et Sabine, on a eu une discussion l'autre jour. Je pense que tu as des connaissances, puis moi, j'ai des connaissances aussi qui parlent de microdose à la maison, eux autres mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te parler dans un sens? Ça me parle parce que, puis disclaimer, en français, désolé pour l'anglicisme, je ne sais pas, mais chez Bioptère, nous, on a une licence de production de communément appelés champignons magiques, donc les psilocybes, donc et autres genres de champignons qui produisent des psychotropes, puis comme la psilocybine, puis son métabolite actif qui est la psilocine, là, en fait. Mais on accompagne des producteurs. Donc, les opinions sur le microdosage ou sur les effets psychotropes, c'est moi qui les endosse. Puis, ça va venir aussi de mon background, là, parce que, dans le fond, mes études graduées étaient beaucoup sur les maladies génétiques rares ou le développement du système nerveux périphérique en post-doctorat, tout ça. Donc, j'ai certaines connaissances dans les effets de ces molécules-là. Là. Donc, fin de la parenthèse, oui, ça me parle. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus. Parce que j'ai envie d'aborder 2 angles complètement différents, justement, comme tu sais, le côté récréationnel de ça. Pouvons-nous se microdoser? Puis là, on va aussi expliquer qu'est-ce que le microdosage, mais aussi, comme tu l'as dit, tout l'aspect traitement médicinal en utilisant, on l'a vu dans les dernières années, beaucoup, le cannabis qui a été amené, qui a été légalisé, banalisé, médical, là, dans les... Puis bien du profit. On va pas là. Puis, là, on est rendu au moche, on va dire le moche, comme on disait dans le temps qu'on était jeunes. Puis, au psilocybine. Mais aussi, cette semaine, tu nous as parlé qu'on s'en allait aussi vers l'utilisation de LSD et voire même de la MDMA qui pourrait être utilisée pour régler certaines pathologies, dépendances ou autres. L'intérêt en ce moment sur ce genre de molécules-là, psilocybine, MDMA, DHT aussi, qui est aussi une molécule qu'on retrouve de façon naturelle dans les plantes, certains organismes qui peuvent être synthétisés de façon chimique aussi. Kétamine, qui sont toutes des substances contrôlées, qui sont évidemment... déjà! Des drogues, c'est normal. En fait, toutes ces molécules-là, que ce soit de façon directe ou indirecte, l'intérêt, je dirais, pharmaceutique ou médicinal, c'est qu'ils agissent, en fait, sur une voie de sécrétion d'un neurotransmetteur ou souvent associé à la voie sérotonergique, je l'ai sûrement massacré, de la sérotonine, donc qui est, soit ils agissent sur le récepteur, soit ils vont moduler l'expression de ils vont stimuler la sécrétion de ce neurotransmetteur-là, puis en fait, c'est la voie qui stimule comme le bien-être, être relax. Donc, pour tout ce qui est angoisse, syndrome post-traumatique, dépression, et dépendance. La dépendance, c'est un petit peu différent, en fait, parce que souvent, la dépendance, ça induit la voie opposée. C'est pas tant que tu as besoin d'être relax quand tu es dépendant à une drogue, mais c'est que de façon, je dirais, inverse, ça va stimuler l'autre voie, fait qu'elle diminue la voie qui est je dirais, le besoin qui est activé quand tu es dépendant à une substance là, qui est la voie dopaminergique, en fait, souvent, qui est de la récompense puis de prendre des risques qui est stimulée quand tu prends certaines drogues. Là, fait. En fait, pourquoi on a commencé à parler de ce sujet-là, c'est que, encore là, 2 événements. Ça va avec ce que je te disais tantôt, le côté récréatif et le côté médicinal. Dernièrement, j'ai vu des amis de longue date que je connais depuis 20-25 ans, puis qu'ils ont commencé à me dire hey, on a fait du moche. Aïe, aïe. Je suis vraiment out, là. Je fais plus partie de votre gang. On a fait du moche. Puis là, ils ont recommencé à faire du moche, sans se droguer
Comme à 16 ans. Ouais, c'est ça, comme mon chandail 1994 le dicte. Mais tu sais, de façon comme plus juste récréationnelle, mais tu sais, comme s'ils prenaient 2-3 bières, prenaient un petit peu de moche. Au lieu ben d'une brosse à 10 bières, une coupe de vin. Fait que tu sais, ça m'a questionné un peu dans le sens où, puis là, tu sais, on a vraiment accès à ça quand même, cette moche-là. Là, tu sais, on peut en commander sur Internet. Puis, tu sais, dans les dernières semaines, vu qu'on en parlait souvent, ben justement, Internet s'est mis... Big Brother s'est mis à m'en proposer, tu sais, puis de sous toute forme, tu sais. Fait que là, tu peux avoir la psilocybine sous forme de jujube en cube dans une petite boîte ronde. Ça me fait paniquer, là. Tu sais, on a des enfants en bas âge. Puis, le deuxième chose, c'est qu'il y a une copine qui habite dans une province de l'Ouest qui a fait un post sur Facebook en disant, là, je pense qu'on n'est peut-être pas là au Québec encore, tu sais, c'est très banalisé, là, tu sais, tout ce qui est Vancouver, Yukon et tout ça sont un petit peu plus hippies que nous autres, mais qui a fait un post en disant, tu sais, j'ai lâché les antidépresseurs puis on m'a mis à la psilocybine capsule, puis je me porte vraiment mieux depuis ce temps-là. Et puis, par le fait même, des influenceurs sur TikTok se sont mis aussi à faire des espèces de capsules du genre comme ça, en disant qu'ils avaient remplacé leurs pilules synthétiques par des compositions peut-être aussi synthétiques, mais de base de moche. Là. Fait que, tu sais, vas-y là-dessus. Fait que, moi, ça me questionne. Ben, un, en tant que parent. Deux, en tant que citoyenne de la société. Tu sais, ça me tente pas là, de gérer ça. De gérer ça, mais aussi de fréquenter du monde qui sont tous sur le moche. Là, mais c'est la petite pas dose. Plus que c'est sur les pilules, c'est les antidépresseurs. Tu sais, j'ai une opinion là-dessus, puis j'ai quand même un peu de misère à, tu sais, comme on disait, bon, le plaster, remplacer une béquille par une autre. Mais c'est nécessaire. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est mieux qu'il... C'est nécessaire, mais, tu sais, là, on s'en va dans... Il y a tout l'aspect aussi, bon, le moche, c'est une affaire, tu sais, il pousse naturellement, ça existait, mais là, est-ce qu'on prend du moche puis on le recompose de façon chimique? Est-ce que la MDMA, ben là, c'est déjà une composition chimique, ça va, mais le moche, tu le reconstruis-tu ou tu pars d'une base bio? Ou il extrait une partie. Il y a beaucoup de questions. Ouais, là, c'est une question verte. Là, tu m'as lancé dans plein de directions. Direct dans l'océan. Je peux juste faire un mini aparté là, sur, pour moi. Puis je vais être vraiment plate. Hein, je suis... contrairement à ce que je peux avoir de l'air, c'est parfait. Je suis à ce niveau-là relativement conservateur puis prudent. Là. Les psychotropes de façon de consommer de manière récréative, pour moi, je suis plutôt contre. Là. Je veux dire, c'est pas... comment je pourrais dire ça, en fait? L'enjeu est quand même assez important. Les effets sont quand même assez... à long terme, y en a-tu des effets? Ben, c'est pas énormément documenté, mais de façon scientifique, là. Mais oui, il peut avoir des effets. Ça reste des psychotropes, ça joue sur les neurotransmetteurs du cerveau. Là, donc, à la base, c'est un empoisonnement, c'est ça? Je connais rien. Moi, je connais rien. Si on parle de moche, c'est empoisonnement alimentaire, non? Ben non, ça, c'est un peu... ça, c'est une légende urbaine, en fait. Là. Techniquement, ce champignon-là est pas vraiment dangereux pour la consommation. C'est vraiment ces molécules psychoactives là, qui font... OK. Ouais. Ding, 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 ding. Fait que bref, pour le côté, en fait, c'est ça. Je dirais récréationnel, je vois un intérêt. Je pense que le risque est plus grand que le bénéfice à ce niveau-là. Concernant ta peur des formes, je dirais, comestibles, là, jujubes, gommises, ces trucs-là, ben, c'est le même principe que pour les... le THC. Oui, c'est ça. Exactement. Effectivement, on a une tendance que moi aussi, je suis un peu contre. Là, je fais un parallèle boiteux, mais c'est comme se mettre un analgésique topique sur la peau avant de se faire tatouer, mettons. Je veux dire, c'est comme... Pour moi, il y a comme un non-sens là, de faciliter des choses. Pour moi, ça fait partie du processus. Ce n'est pas juste esthétique. En fait,
je veux pas rentrer dans ce pan-là, là, mais c'est la même chose. On fait maintenant, parce que il y a beaucoup de médicaments pour les hommes. Hein, on est tout le temps un peu plus fragile, tout ça. Maintenant, il y a il y a du Viagra en gummies parce que avaler une grosse pilule, c'est donc bien difficile. Je veux dire, rendu là, ces produits-là, tu les utilises pour un besoin. Fait que je vois pas la nécessité de les rendre agréables à consommer. Du genre, tu prends du moche, c'est dégueulasse, assume que ce soit dégueulasse. Je veux dire, ça freine un peu les gens à faire quelque chose. T'as raison. Fait que tu te poses plus la question avant de le consommer, ou de l'utiliser pour... En tout cas, c'est purement personnel, là, mais ceci étant dit, au Québec, là, de ce que j'ai vu dernièrement, la SQDC, ils ont sorti des produits du genre arachide, bœuf, j'allais dire jerky beef, mais bœuf séché avec du CBD et tout ça. Là, je capote. Parce que c'est pas... ce qui est attrayant pour les jeunes comme les gummies, c'est pas accepté au Québec, c'est accepté dans toutes les autres provinces. Puis, je trouve ça un peu ridicule. Ouais. Dans le sens que ça aussi, oui, les enfants peuvent tomber dessus, je comprends là, les jujubes, mais les peanuts, c'est autant intéressant potentiellement pour un enfant qui aime le salé. Puis, je pense qu'au Québec, on est aussi responsable que dans les autres provinces. On a tendance à déresponsabiliser les gens. Laisse-les pas traîner, tes gummies. Rendu là, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui boit de façon récréationnelle, que ce soit avec un problème ou pas. Une fois que tu as pris ton verre de scotch, laisse pas la bouteille sur la table. Je veux dire, tout ça est la même, chose pour moi. Puis non, parce que mon enfant, il sait que ça goûte l'alcool, puis ça sent l'alcool. Tandis que ton bonbon... son verre de lait, je ne dirais pas d'une coupe comme ça. C'est ça. Tu l'as dit tantôt, le bonbon, il sert à faire... attrayer les couleurs, c'est ça, les enfants. C'est meilleur au goût. Fait que là, on a un enfant qui veut manger un bonbon, tu sais. Je suis d'accord que ça peut être plus intéressant un peu. C'est pas un Coke. C'est la même chose qu'un autre type de médicament qui est dans la pharmacie, là, pour moi. Là, une pilule bleue, ça peut aussi être intéressant. Là. T'as raison. Ça dépend de l'âge. Mais ça me jouait mon fils de 6 ans. Être obligé d'aller à l'urgence. Non, mais expliquer que cette sorte de gummies-là ne fonctionne pas, mais celui-là, tu peux, c'est ça, là, la nuance. Des pilules des enfants, tu leur dis c'est non tout le temps. Que ça soit bleu, orange. Fait que là, tu peux pas dire, mais, ce petit nounours-là, non, mais lui, oui. C'est le bonbon à maman. En tout cas, moi, ça n'arrivera pas chez nous. Mais tu sais, je suis rendue à... Mon fils arrive de l'école l'autre fois, puis il prend l'autobus avec des plus vieux, et il me dit, maman, un tel, je sais pas son nom, il m'a donné des bonbons. Ça me fait paniquer. Mais il y a 20 ans, là, si j'avais dit à ma mère, maman, il m'a donné un bonbon dans l'autobus, on n'aurait pas fait de cas. Moi, je suis comme, aïe, tu sais, pourquoi un enfant de 16 ans donne un bonbon à mon fils de 6 ans? Il le trouve cool, tu sais. Il le trouve drôle, il le trouve cute, il donne un bonbon. Peut-être, probablement. Moi, en tout cas, ça fait un peu drôle à dire, mais ça aurait été mon genre. Je veux dire, donner des bonbons. Mais moi, en tant que parent, je me dis, c'est-tu un bonbon avec du THC, puis lui, il va faire une joke, puis il va donner ça au petit gars, puis il va être bien gelé dans la minute. Les réflexes parentaux, ça va toujours être. Puis, quand c'était pas une pomme avec une lame de rasoir dans les années 80 ou bien n'importe quel autre truc, c'était autre chose. T'as raison. On va te la donner. Fait que tombons dans le côté médicinal, là, chambre récréatif, parce qu'on a bien trop de fun. Mais tantôt, je te demandais justement, est-ce que le moche, on le recrée ou c'est réellement du moche qui a poussé, qu'on fait sécher puis qu'on met en poudre dans une capsule, par exemple? Encore là, je vais m'avancer. Je peux pas dire... Mon travail est tellement, je dirais, sur plusieurs sujets que j'ai pas tout le temps de pousser la littérature à l'extrême pour être un spécialiste de tous les domaines. Mais je dirais de façon naïve, présentement, c'est pas recréé. Là, en fait, c'est naturel, c'est extrait. Quand tu as un produit qui contient de la psilocybine, mais qui contient pas de moche, là, qui serait étiqueté parce que on n'en voit pas vraiment, là, mais avec psilocybine, c'est qu'ils ont produit par fermentation.
En fait, fermentation qu'on entend pour la bière, tout ça, c'est un organisme qui transforme quelque chose en autre chose. Là. Donc, le champignon va utiliser son milieu de culture pour produire de la psilocybine. Donc, ils l'ont extrait après. Là. Donc, c'est naturel. Puis, ça aussi, je fais une autre parenthèse là, dans le sens qu'il y a plein de produits super toxiques qui sont naturels. C'est pas plus épeurant de prendre quelque chose de synthétisé au niveau de laboratoire, même que des fois, c'est intéressant si tu veux pas le purifier à partir de quelque chose d'autre parce que tu veux éliminer des contaminants. Là, exemple, une plante qui aurait une molécule intéressante, mais qui aurait aussi un produit toxique dedans, ben, si tu donnes la plante, la personne elle ingère la molécule bénéfique puis le produit toxique en même temps. Moins intéressant. Tandis que quand tu produis en laboratoire cette molécule-là, ben, elle est pure. Puis... Tu la contrôles. Fait que, donc, mais pour l'instant, j'ai comme l'impression, surtout que les champignons, là, ça coûte rien là, à faire pousser. Là, ça pousse. Oui, mais c'est ça. Vous allez les chercher où il doit y avoir une entreprise qui... Exactement. Évidemment, dans notre cas, tout commence par obtenir la licence de Santé Canada pour la production, là, parce que ça reste une molécule illégale. C'est toléré au Canada dans une optique de recherche clinique. Donc, tu peux produire, puis nous, on accompagne les entreprises. Là, donc, techniquement, on n'est pas un producteur non plus. On aide les compagnies à développer des procédés pour en produire. Donc, eux, ils peuvent en produire pour la recherche, donc pour la recherche clinique. Puis, où est-ce qu'on va les chercher? Ben, il y a quand même des distributeurs. Là. Nous, c'est certain qu'on veut, dans notre cas, s'assurer qu'on a la bonne chose, puis que la souche a produit bien, ce qui fait que on les commande dans des producteurs qui sont certifiés. Mais eux aussi ont une licence de production. Exactement. Vous avez une licence de recherche. De production, pour la recherche. Chez Bioptère, on n'a pas vraiment de... moi, par mon background, j'ai fait de la recherche en santé, mais sinon, c'est plus au niveau des procédés de production, tout ça. Donc, notre recherche, c'est production. Toutefois, on a des projets de recherche aussi qui sont pour tester les différentes molécules. Puis ça, moi, je fais un peu le pont avec l'équipe, entre notre équipe et les équipes de chercheurs là, avec qui j'ai étudié, entre autres. Là, j'ai un ami avec qui on a développé des projets qu'on vient de déposer. Là, mais donc, on va chercher l'expertise qu'il n'y a pas chez Bioptère, plus dans le test avec les modèles animaux, ce genre de choses-là, pour tester nos molécules là, avant d'atteindre les recherches précliniques là, avec les... Entre autres, cette semaine, dans la pré-entrevue, tu nous as parlé des poissons zèbres qui se faisaient droguer et contre-droguer par la suite. Oui, exactement. Ça, c'est un des projets super intéressants qu'on vient de développer. Puis qu'on attend les résultats, voir si on va avoir le financement pour le réaliser. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, parce que c'est un sujet, un projet qui fait un peu... encore un terme anglais, là, le buzz en ce moment. Là, on a eu plusieurs articles de journaux. Dans le thème. T'es bon. Tout donc, les champignons marins, chez nous, dans mon département, en fait, ce qui nous intéresse, on veut utiliser le champignon qui pousse dans un environnement hostile parce qu'il a réussi à s'adapter. Fait qu'il y a des chances que, comparativement à sa contrepartie terrestre normale, il a développé des petits trucs qui peuvent se traduire par des molécules, en fait, pour survivre dans ces environnements-là. Ouais. Donc, c'est une source pour des projets biotechnologiques vraiment intéressants. Puis, on a isolé plusieurs champignons du fleuve Saint-Laurent. Donc, autre sujet, je ne veux pas partir trop dans le détail, mais oui, il y a des champignons aquatiques, marins. Puis, en fait, c'est une source de produits pharmaceutiques, les micro-organismes marins, dont les champignons, vraiment sous-estimés. Là, il y a 0,01 à 0,1 % des micro-organismes marins qui sont connus présentement. Donc, puis à chaque année, il y en a qui sont découverts puis qui sécrètent des molécules d'intérêt. Puis, il y en a plusieurs qui sécrètent aussi des types d'indoles ou autres molécules qui ressemblent à la psilocybine, donc qui pourraient avoir des intérêts. Puis en fait, longue histoire courte pour revenir au projet, mon ancien collègue et ami, il a développé, lui, en postdoctorat, un modèle, en fait, où il rendait les poissons zèbres,
il rendait dépendant aux opioïdes, en fait. Qui sont, par exemple, l'héroïne, la morphine. Exactement. Tous ces produits-là, héroïne, morphine, à la limite cocaïne là, et ses dérivés. Puis, pour pouvoir tester, il a fait son postdoc aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu la série qui vient d'un livre là, sur la crise des opioïdes aux États-Unis là, sur Netflix. Là. Oui. Ben, c'est un sujet très répandu sur la planète, là, mais c'est un sujet très chaud aux États-Unis, la dépendance aux opioïdes, ce qui fait qu'il a fait son postdoc là-bas pour trouver des molécules qui rendaient ces poissons moins dépendants aux opioïdes. Fait qu'il générait un modèle de recherche où le poisson sème, en fait, c'est super drôle. Là. Il y a 2 petites plateformes. Il y en a une qui, quand le poisson va dessus, ça fait absolument rien. Puis il y en a une que quand le poisson va dessus, ben, il y a de l'héroïne ou quelque chose d'autre qui tombe dans son bocal. Fait qu'en fait, eux, ils savent que plus le poisson il va aller souvent sur cette plateforme-là, ben, plus il devient dépendant. Puis quand le laps de temps est plus court entre les... Donc, après ça, c'est facile de mesurer quand tu rajoutes un produit. Ben, si le temps ou le nombre de répétitions qui va sur sa petite plateforme diminue, ben, techniquement, il devient de moins en moins dépendant à ces molécules-là. Donc, puis là, t'as pas de poissons qui font d'overdose? Parce que là, je veux dire, c'est comme un chien, si tu laisses de la bouffe, il va piquer jusqu'à la beauté de la chose, c'est que tout ça est... Contrôlé. Oui, puis là, je veux pas partir à un autre débat, mais c'est sûr qu'en fonction du degré que l'humain considère... je dirais que c'est un animal, complexe ou développé. Il y a différents stades pour l'acceptation des protocoles de recherche. Mais pour avoir travaillé, puis là, mon karma a beaucoup diminué probablement avec la souris un peu dans une ancienne vie, ben les animaux de recherche là, sont beaucoup mieux traités que les patients humains dans les hôpitaux. Ce qui fait que c'est sûr que, encore là, je ne veux pas m'éterniser trop sur le sujet, mais bon... on finit quand l'inconfort n'est pas toléré chez les animaux. C'est sûr que malheureusement, le protocole de recherche est arrêté. Puis si l'animal ne récupère pas vraiment, il est euthanasié, là, ce qui est quand même triste. On ne fait pas vraiment le parallèle avec l'être humain ici quand ça va pas bien. Mais bon, minimalement, il y a des vétérinaires qui passent souvent. Puis les signes là, sont super bien traités, heureusement. Sinon, je veux dire, on pourrait se questionner sur l'éthique de faire de la recherche sur les êtres humains versus les animaux aussi. Là. Mais je pense que c'est parce qu'on l'a, j'imagine, échappé dans les années 60-70, post-Pavlov-Bell, puis c'est certain. Hein? Puis que là, à un moment donné... C'est comme tout. Quand on accepte quelque chose au début, souvent, si on ne met pas de balise, malheureusement, l'être humain a tendance à dépasser les bornes. Fait que oui, il y a eu des excès. Ce qui fait que maintenant, c'est très régulé et on est bien content de ça. Tu disais, mettons, quand l'héroïne puis tout ça, mais là, on remplace, mettons, tu le remplaces avec, c'est quoi l'autre? La MDMA? Non. Mettons que tu vas arrêter l'héroïne. Là. La méthadone? Oui, la méthadone, ben, tu peux être aussi addict à ça. Ben, tu vois, ça fait partie de notre... c'est tout le temps... Ouais. Moi, j'en prends un autre, pour en prendre un autre, pour en prendre un autre, c'est ça? Exactement. Puis c'est exactement ça notre projet de recherche, en fait, parce que les traitements actuels pour la dépendance aux opioïdes, c'est le mieux qu'on a, mais effectivement, non seulement ça peut créer une autre dépendance, mais ça crée aussi, il faut que ce soit suivi parce qu'au niveau, justement, psychologique, là, ça crée potentiellement d'autres problèmes aussi. Là. Donc, dépression, puis ce genre de choses-là. Donc, nous, le but du projet, c'est de trouver des molécules qui n'ont pas ces effets-là, en fait. Donc, mais finalement, c'est ça, comme tu dis. Fait que là, tu donnes... de l'héroïne, par exemple, à des poissons, mais tu le contrôles avec une autre drogue, comme la MDMA, pour contrer les effets de vouloir plus d'héroïne. Tout à fait. Tu le remplaces par une autre drogue qui va vouloir tout autant, mais qui... Tant qu'à ça, on est-tu de diminuer on peut la drogue? Aux pelules? Non, mais mettons, on diminue la drogue tranquillement, c'est du sevrage, exemple. C'est ce qui est fait, mais ça l'a... Mais tu sais, un drogué, c'est un drogué. Ouais. T'as un manque quand même à la fin. Oui, c'est physique puis psychologique, le manque. Là, donc, il faut le remplacer par quelque chose. Puis je pourrais, parce qu'en parlant de ça aussi, je vous ai peut-être sorti du sujet, là, mais en fait, juste pour... puis vous pourrez revenir, je ne veux pas contrôler du tout la discussion, mais des tests qui ont été faits avec les champignons magiques puis la psilocybine, entre autres, sur des gens qui avaient des dépressions chroniques
avec une seule dose administrée, ben, il y a des gens pour lesquels ils ont pu arrêter pendant les antidépresseurs, puis l'effet, en donné, l'étude arrête malheureusement, fait qu'on ne sait pas à long terme, mais pendant 4, 5, 6 mois, l'effet perdurait. Ce qui fait qu'en connaissant mieux ces molécules-là, puis en faisant plus de recherches, ben, potentiellement, ils n'auront pas besoin, ça ne sera pas un remplacement. Exemple, après tant de doses sur 6 mois, ben, parce que c'est plastique des neurones. Tu peux reconstruire des connexions, tu peux changer certaines choses. Il y a le côté neurotransmetteur qui est en réponse à certains stimuli qui peut revenir ou pas, ou tu as besoin de prendre de façon artificielle en prenant un médicament pour le restant de tes jours. Mais il y a aussi une possibilité de reconstruction du système nerveux, ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, tu pourrais arrêter de prendre le traitement puis tu aurais ta dose de bien-être. Oui, tu aurais réparé un peu les connexions aberrantes qui s'étaient créées ou ce genre de choses-là. Donc, tu n'aurais pas besoin de remplacer à vie par une autre substance. Donc, c'est une possibilité, puis c'est pour ça que ça rend la recherche intéressante pour essayer de comprendre si c'est possible. Par exemple, moi, je connais des gens... tu connais du monde. On connaît pas mal le même monde, mais tu sais, ton discours m'a fait penser à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est dans notre vie proche. Je sais pas c'est qui encore. À les deux, non, tu vas savoir. Ça pas. Mais tu sais que justement, il est sous antidépresseurs depuis des années. Évidemment, c'est comme le principe des antidépresseurs, ils changent, ça va pas, c'est mieux, c'est pas incontrôlable. Il est foncièrement malheureux. Cette personne-là, ne vit que d'adrénaline. Ouais, que d'adrénaline, de drive à l'argent. Non, c'est de l'adrénaline. La mort peut arriver, puis il va être bien. Ne pas savoir ce qui se passe demain. Puis tu sais, ce gars-là, il a eu tout dans la vie. Ben tout, tu sais. Je disais, bon, il n'y a pas d'enfant, mais tu sais, de l'argent, du pouvoir, ce qu'il voulait s'acheter, ce qu'il voulait se payer. Mais il n'est pas heureux, tu sais. Puis là, quand tu me racontes ton discours, je me dis, hey, on pourrait-tu donner juste une petite shot de quelque chose? Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que, tu sais, il carbure à ces drogues-là aussi. Tu sais, ils ont tous essayé les drogues. Tu sais, moi, je regarde, puis, tu sais, c'est mon ami, puis je l'aime, puis j'ai envie d'y faire attention, puis d'en prendre soin comme si c'était mon enfant. Mais, tu sais, il s'auto-détruit. Puis là, je me dis, ben là, finalement, il y a quelque chose à faire. On pourrait juste trouver la bonne affaire qui ferait que lui, sa petite switch de plastique, à fonde. Qu'elle soit... Non, mais c'est ça, puis qu'elle soit plus jamais là, je sais pas. Oui, ben, tu sais, ça, c'est aussi une excellente question, en fait. Tu sais, juste mini parenthèse, parce que il y a, à l'occasion, certains tabous là, sur les maladies qui sont associés à un trouble mental ou ce genre de choses-là. Il y a tout dessus dans la vie, mais soit c'était génétique, soit il y a un désordre dans le sens que il n'est pas malheureux parce qu'il n'est pas puis là, je m'avance. Peut-être parce qu'il n'est pas reconnaissant puis il en veut toujours plus, mais peut-être aussi parce que c'est physiologique, c'est une maladie. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a personne qui se dit un matin en se levant, hein, ça va bien trop bien, j'aimerais ça. Faudrait que ça chie un peu. Faudrait que ça chie un peu. Oh my God. Fait que malheureusement, il y a peut-être un débalancement quelque part qui fait que il est comme ça. Autre chose, puis je fais un parallèle avec le cancer parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, moi, dans mon cursus universitaire. Au début. Avant de Bioptère, tu étais à l'Institut de cardiologie de. Ben, j'ai fait ma maîtrise puis mon doc à l'Université Laval. J'étais au Centre de cancérologie de Québec à l'Hôtel-Dieu, en fait. Après ça, je suis allé faire 2 post-docs à Montréal, un à l'Institut de cardiologie, puis un à l'UQAM, effectivement. Rien de moins. Ouais, j'ai fait 2 épiceries. Oui. OK. Bref. Oui. Hein, Pendant que nous autres, on torchait des couches. Oui. Bon, ben là, vous m'envoyez sur un autre sujet. Non, continue lui, là. Mini parenthèse pour dire qu'à Boston, il y a Harvard, puis tout ça. Puis, je suis allée. Ouais. Puis, et d'autres, le MIT. Puis, je veux dire, les gens les mieux payés, ben là, j'exagère, mais dans les gens très bien payés, il y a tous les corps de métier du genre plombier et tout ça, parce que c'est tous des intellectuels qui sont pas capables de rien faire
Ce qui fait que c'est pas plus gratifiant de faire un postdoc que de faire autre chose dans la vie. Mais là, tu parlais tantôt, t'as étudié du côté cancer. Oui. Ma mère, elle a eu le cancer, elle est décédée. Elle a eu 3 ans, elle s'est battue 3 ans. Puis vers la fin, on se doutait bien là, que ça allait être la fin, mais mon père, il avait trouvé qu'à Cuba, le venin de scorpion bleu, il avait été destiné pour les sidéens au départ, mais ils se sont rendus compte que ça aidait les personnes avec le cancer des poumons. Ma mère, elle ne fumait pas, là, rien, c'est juste un cancer des poumons. Puis pendant 6 mois, elle a arrêté sa chimio, puis elle a fait juste ça, puis il n'y a plus rien qui bougeait là, pendant 6 mois. Mais là, c'est sûr qu'il était déjà avancé, il restait juste un poumon d'un côté. Fait que quand ça a recommencé, là, ça a été la fin. Mais quand même, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Mon père, il y a eu une dérogation là, du gouvernement, des papiers, tout pour aller chercher ça, ramener ça au Québec. C'était vraiment compliqué. Fait que c'était ma petite parenthèse. C'est une super belle histoire. Ouais, je trouve ça super intéressant. Puis effectivement, on a tendance à pas nécessairement ouvrir nos horizons à des... différents. Le monde de la médecine, je veux dire, c'est aussi des fois un peu... Il y a des... Comme dans tout corps de métier, des excellents médecins, des gens qui ont une bonne vision, mais aussi, vous en avez sûrement déjà rencontré qui ont l'impression de savoir presque tout ça. Puis souvent, ce qui est plus, je dirais, médecine ancestrale ou ce genre de choses-là est un peu balayé du revers de la main. Quand on sort de la route, on dirait que ça dérange. Là, ça dérange, puis c'est inquiétant, puis c'est pas certifié, puis c'est pas... Puis je suis loin d'être en train de dire de s'auto-guérir avec des produits homéopathiques. Là. Je veux dire... Non, c'est pas ça. Mais sauf que d'avoir l'esprit qu'une combinaison de différentes approches, je pense qu'on est rendu là. Puis on a eu l'appui du médecin quand même là, pour faire ça. Là, Puis mon père t'a ramené ça. C'est ça, mais aussi à un moment donné, quand tu vois que c'est la fin, tu essaies n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a quand même eu 6 mois. On voyait que ça pouvait arriver, mais on savait si elle est stable après, puis il n'a plus. Elle aurait survécu. Mais bon. D'ailleurs, tu m'allumes une autre cloche où mon père, sa conjointe aussi était en fin de vie. Il est venu ici à Québec chercher des champignons. Puis là, j'ai pas trop le détail, là, mais il m'a juste dit, je suis allée chercher des champignons. Il y a quelqu'un d'autre qui a essayé ça, qui avait un type de cancer similaire. Il a pris ces champignons-là, puis il a guéri. Là, à la fin, je sais pas, c'était comme le foie ou mais ça a commencé par un cancer du sein qui s'est propagé. Okay. Une histoire de champignons. Moi, ça me dit rien. C'est loin d'être impossible parce que dans les molécules qui sont découvertes dans les champignons marins ou autres, il y a des antiviraux, des anticancéreux et autres. Là. Ceci étant dit, c'est un peu comme le curcuma va régler tous les maux. Il faut que tu en manges l'équivalent de ton poids pour que ça ait un effet significatif. Je pense que ces champignons-là, potentiellement, en fonction de la concentration de la molécule, comme pour les champignons magiques, la psilocybine, si tu en manges depuis toujours, ça peut être intéressant. On revient un peu au microdosage ou ce genre de choses-là, mais mon côté rationnel scientifique me dit que j'ai quand même des doutes sur le fait que le fait d'avoir mangé ces champignons-là puisse... en tout cas, c'est... Guérir un cancer. En combinaison avec des traitements, j'achète tout de suite que ça peut aider. Là. Mais arrêter ces traitements de chimio, de radio, puis manger ces champignons-là, j'ai quand même des gros doutes. Puis les effets bénéfiques de la psilocybine dans les études en ce moment sont pratiquement tout le temps en combinaison avec un suivi. Donc, ces gens-là consultent. Donc, la combinaison de la psilocybine et de consulter un psychologue a des effets positifs. Donc, je reviens aussi à l'automédication puis au microdosage. Pour ça que j'ai... ça prend des gens qui connaissent ça. Surtout parce qu'on est tous différents. Là, pour moi, microdosage, c'est un terme fourre-tout. C'est quoi une microdose? C'est quoi une macrodose? Ce qui est accepté, c'est que la microdose, tu n'as pas l'effet hallucinogène. Mais c'est quoi le bienfait de buzz? Mais t'es-tu vraiment buzzé ou c'est vraiment juste le bon côté, le petit... c'est sûr, ça fait rire, là.
Quand, mettons, Ouais, mais là, t'as 16 ans, puis tu mais ça va pas là. Mais c'est ça, je me demande. C'est juste un petit... Tu sais, c'est comme, je sais pas, C'est très controversé. T'as pris une demi-bière, puis t'es... C'est très comme nous controversé, autres, là. Ça va bien. Un verre et demi, puis là, on est mollasse, là. Les flots, ils sortent, c'est pas grave. Ben, c'est ça, c'est très controversé. Il y a des... Ça va dans les deux sens, mais je dirais qu'il y a un petit peu plus de littérature en ce moment sur le microdosage semi d'effets bénéfiques. T'sais, ils mesurent des changements d'activité cérébrale ou ce genre de choses-là, mais ils ne sont pas capables de quantifier si la personne se sent vraiment mieux ou pas. Tout ce qui est associé à des bénéfices est associé à une expérience hallucinatoire, là, souvent. Là, ça prend cet effet-là pour que les gens qui ont, dans les études sur la dépression chronique, entre autres, là, qu'il y avait une dose, ben, c'était une dose qui n'était pas une microdose. Là, ça reste potentiellement une petite dose par rapport à ton cousin en 88 qui a pris des X nombre de grammes, là, mais ça reste que c'est des doses qui stimulaient des effets hallucinatoires. Là. Puis c'est ça. On peut pas les dissocier. Là. Ils savent pas si c'est l'effet de la molécule. Ça prend cette quantité-là, puis forcément, tu vas avoir un effet hallucinatoire. Ils sont peut-être associés, ils le sont peut-être pas. Mais c'est ça. C'est un peu ma dernière question. On a enligné la dernière. Ben oui. Ça passe tellement vite, ça m'amuse. Bon, tantôt, j'ai parlé des champignons. Je voulais savoir un peu le processus de comment on fabriquait la dose, la microdose. Est-ce qu'on partait d'un produit frais? Tu t'as dit oui. Mais c'est pas la microdose. C'est une dérivée ou une cellule ou je sais pas comment tu appelles ça, une partie une molécule. Une molécule. Bon, voilà. Ouf. Oui, exact. Qui extirpent et qui font la dose avec. Mais on part d'un produit frais là, qui a poussé et c'est pas une composition chimique. À l'inverse, là, lorsqu'on va dans le LSD, MDMA, tu as parlé de kétamine, qui étaient tous à la base des drogues de rue composées de façon chimique? Mais là, lorsqu'on s'en va dans le côté scientifique, médicinal de la chose, est-ce qu'on se réfère à la drogue, la composition chimique de la rue, puis on refait un truc où on part... je sais pas si c'est clair, mon affaire. C'est très clair, mais... Est-ce qu'on va vers, puis on revient back, ou est-ce qu'on part de nouveau vers une composition chimique pour faire la même affaire? Qu'il y avait dans le street drug, on essaie de l'extirper. Est-ce qu'on l'extirpe ou on fait l'inverse, ou on la recrée? Ben, c'est quand même une bonne question, mais j'ai comme l'impression que c'est pas du tout comme ça que ça va. Là. Je vois pas pourquoi le dealer du coin ferait de la recherche pour développer des molécules qui vont créer un effet. Ça reste que ça a été développé de façon accidentelle. Ben, accidentelle ou pour de la recherche pharmaceutique ou à la limite militaire pharmaceutique. C'est comme le LSD pendant la guerre du Vietnam, c'était super utilisé pour le bien-être et la concentration des tireurs d'élite, là, entre autres. Là. Mais moi, je me vois sur le LSD avec un gun dans les mains. C'est peut-être pas la même dose. Ce qui fait que c'est plus l'inverse qui se passe. Là. Ça arrive dans la rue. Ça commence pas dans la rue. Donc, ça part au niveau de l'industrie pharmaceutique je dirais. Puis après, ces substances-là sont modifiées potentiellement. Comme la chimie pharmaceutique, souvent, c'est une question de stabilité ou d'efficacité. Là. Puis là, je rentrerai pas dans les détails chimiques, là, mais tu as une molécule, tu rajoutes un groupement, je dis n'importe quoi, le hydroxy, genre un oxygène puis un hydrogène, là, OH, à un endroit. Puis là, tu te dis, elle va-tu être plus stable ou elle va-tu avoir plus d'affinité pour sa cible? Si c'est un récepteur, si comme dans le cas de la psilocybine ou ce genre de truc-là, c'est une molécule qui va aller interagir sur un récepteur au niveau d'une cellule, ben, est-ce que elle va être plus spécifique. Donc, tu sais, des fois, comme la psilocybine, c'est une molécule qui lie un récepteur de façon non spécifique. Donc, tu sais, techniquement, elle n'a pas d'affinité nécessairement spécifique pour ça, mais elle va en lier certains types, dont celui-là. Donc, tu sais, tu vas augmenter la spécificité parce que quand tu as une molécule qui lie pas juste un type de récepteur, ben, tu peux avoir des effets secondaires. Parce que, tu sais, toi, tu veux régler un problème en liant ce récepteur-là, mais si elle en lie d'autres... Oui, c'est ça. Si on en lit d'autres, ça peut créer un autre processus métabolique. Puis là, ben, tu voulais régler un problème
d'ordre psychologique mental, mais comme ces récepteurs-là sont aussi présents dans ton système digestif, mettons, ben là, tu crées des problèmes intestinaux, mettons. Puis là, tu veux pas ça. Fait que c'est modifié pour ce genre de choses-là. Ou diminuer, c'est sûr que tu veux souvent la molécule la plus efficace en plus petite quantité parce que, ben, encore là, tu diminues les effets secondaires. Okay. Parce que quand tu as quelque chose qui est en trop grande quantité dans la circulation, mais justement, tu as plus de chances que soit ça lie pas un récepteur, fait que c'est en circulation, c'est dégradé dans le foie, puis là, ben, tu as une toxicité, mettons, au niveau du foie que tu veux pas ou ce genre de choses-là. Tu sais, je sais quand on a fait la pré-entrevue, tu avais comme parlé que justement, ton corps vient comme lazy un peu, là, tu sais, comme j'ai pas besoin d'en produire, je l'ai. Je le prends. Fait que ça peut être vraiment dur à revenir de ça. Là. Tout à fait, c'est une possibilité. Ouais. Ça, c'est dans les effets secondaires, quand tu prends n'importe quoi, n'importe quel médicament, c'est quand même diversifié, mais ça peut être, quand c'est une substitution à quelque chose qui existe déjà, tu sais, on n'a pas d'énergie en trop dans la vie. Là. La vie, une cellule, ça fait pas quelque chose si ça n'a pas besoin de le faire. Fait que, si tu y mets une substance qu'elle n'a pas besoin de produire, ben, c'est fort probable qu'elle arrête de la produire ou qu'elle diminue sa production. Fait que ça, c'est un des effets potentiels. Okay. L'autre effet, puis au niveau hormonal, on le voit souvent, c'est comme tout est régulé. Dans le sens que le but, c'est d'être en équilibre dans ta production hormonale. Tu as une augmentation, une diminution, puis je n'ai pas besoin de vous expliquer dans quel type de situation ça arrive en fonction. Monthly. Ouais. On n'est pas en ménopause. mais c'est ça. Ça fait que souvent, pour arrêter quelque chose, tu vas avoir l'hormone qui fait l'effet inverse qui va arriver. Fait que les gens qui abusent de substances hormonales dopantes au niveau du sport, souvent, on voit ça dans les films où, pour vrai, mettons, les hommes vont commencer à avoir des réactions qui sont plus associées. Puis là, je veux pas rentrer dans un débat c'est non-genré, là, les hormones, puis là, je veux pas avoir de backlash, là, mais c'est genré, hein, c'est sexuel, je veux dire, ça apporte des caractères qui étaient associés aux hommes puis qui étaient associés aux femmes parce qu'on n'a pas les mêmes hormones. Puis, ben, souvent, on voit ça, là, des effets. Ceux qui prennent des stéroïdes. Exactement, l'apparition de quand ils arrêtent. Oui, exactement, ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est les autres effets secondaires. Tu as comme la voie métabolique inverse qui est là pour essayer de ramener le niveau normal quand tu prends pas de substance. Ben, c'est un autre effet qui peut arriver là, à ce niveau-là. Oh, intéressant. On va se faire un souper. Merci. Vraiment. C'est un plaisir. On pourrait continuer encore 2-3 heures là-dessus. Là. C'est vraiment très. Merci beaucoup. Oui. Ben, à 2-3 heures sur le scotch, peut-être que je deviendrais moins intéressant ou plus intéressant aussi. Ça dépend. On va se faire un fond de pain la prochaine fois. Champagne et chiolage. Merci encore. Merci beaucoup.